C'est devenu une tradition, chacun des départs de nos raids donne lieu à une réception à la mairie de Brest. Le maire, François Cuyandre, est toujours présent. Nos deux voitures, encore sagement rangées devant le perron de l'hôtel de ville, portent le logo des Tonnerres de Brest, les fêtes maritimes de 2012, dont Salin Holidays est devenu partenaire. Un dernier regard sur la rue de Siam, qui du haut de la mairie invite plus que jamais au grand voyage, et c'est le départ. Pour éviter les prévisibles embouteillages de rentrée sur Paris, nous décidons de prendre la route du Nord. Caen, le pont de Normandie, gracieux comme une plume figée dans le ciel, les grandes plaines vallonnées de la Picardie, les terres de la Somme travaillées comme des jardins de géants, et enfin Épernay, terme de notre première étape. Épernay qui, ce matin, a le vin triste. Les orages de la veille ont laissé place à une pluie qui plonge le plus prestigieux vignoble du monde dans une grisaille un peu déprimante. Mais une rapide escapade sur la route touristique du Champagne montre que ça pétille toujours entre les rangs et l'on resterait bien y coincer la bulle. Mais le GPS est formel, 900 km séparent Épernay de Prague. Avec une première frontière, avant de nous infliger ces autoroutes surchargées, l'Allemagne s'offre à nous sous son plus beau visage. Le Rhin romantique traverse des paysages de vignobles qui n'ont rien à envier à ceux de la veille. La capitale tchèque a une âme. On n'est pas la ville de Kafka ou de Smetana pour rien. Mais Prague paye aujourd'hui, d'une certaine manière, le prix de sa liberté. Elle s'est laissée gâter, petit à petit, par les excès d'un commerce trop avide et d'un tourisme trop pressant. Mais si vous inscrivez vos pas dans ceux d'Alena, notre guide, Prague se dévoile alors avec pudeur sous un jour différent, dans des ruelles secrètes, à l'écart des circuits imposés. La promenade qui suivit fut à notre demande plus classique et nous amena de la place principale jusqu'au pont Charles avec sa foule de statues et de touristes, les uns regardant les autres. C'est le pont de toutes les rencontres. Sur l'autre rive, il suffisait de descendre quelques marches pour se retrouver sur des quais tranquilles où l'automne arrivant faisait tomber ses premières feuilles. Loin de la cohue des gens qui passent, il ne faut jamais oublier de se perdre à Prague. Vienne est une ville qui prend son temps et ses aises. Pour la découvrir, il faut faire de même, s'armer de bonnes chaussures et se lancer à la conquête des grandes avenues, des places immenses, bordées d'immeubles à l'architecture imposante, sans être écrasante. La capitale autrichienne est un modèle d'urbanisme et une ville qui respire. Près de la moitié de son immense territoire est occupée par des espaces verts. À 2 pas du palais impérial, le jardin du peuple est un paradis. Vienne est bien sûr une ville d'histoire, celle tourmentée et guerrière des Habsbourg et de l'Empire austro-hongrois. Dans le palais de Schönbrunn, on parcourt dans la bousculade des visiteurs des dizaines de salles et l'on passe d'un siècle à l'autre, un peu perdu parfois, écrasé par les destins tragiques qui ont marqué cette dynastie, de Marie-Thérèse à François-Joseph. Enfin, Vienne est une ville gourmande. Dans l'après-midi, après la visite des palais et du musée Sissi, on reprend des forces en dégustant un chocolat chaud et l'un des fameux gâteaux de la pâtisserie Medel. Une maison qui s'enorgueillit d'avoir été fournisseur de la cour. Sissi appréciait particulièrement ses bonbons à la violette. Avant de quitter Vienne, nous avons la chance de croiser dans les rues un car Salin qui effectuait un circuit de découverte de 9 jours entre Vienne, Prague et Budapest. Grâce à la gentillesse et à la compétence du conducteur, Michael Fitaman, nous avons pu organiser une rapide séance de photos avec son superbe car, Imperial Space, et nos 2 4x4 devant la mairie de Vienne.
Lorsque l'on arrive à Budapest, on franchit le Danube par le pont de la Liberté, un magnifique ouvrage en fer, aux lignes élancées et harmonieuses, soigneusement décoré. Pour ce premier soir, nous nous contenterons d'un dîner à bord de l'un des nombreux bateaux qui proposent des petits circuits de 2 heures sur le Danube. Une promenade magique. À 20h, au moment où le jour s'éteint, le beau Danube bleu s'allume et se fait le miroir de la ville à laquelle il offre son lit, comme il le fait, fleuve volage et généreux, à Vienne, Bratislava ou Belgrade. Pour apprécier, il suffit de se laisser porter, comme dans un rêve. Pendant des siècles, le Danube divisa Budapest. D'un côté, Buda et ses collines. C'est là que les Habsbourg construisirent leur palais. C'est là qu'il faut grimper pour avoir une vision de cette ville extraordinaire qu'est la capitale de la Hongrie. Saint-Étienne, le premier roi du pays, y trône sur son cheval. Le quartier du château était une citadelle, bien avant que l'on y construise un palais. Le bastion des pêcheurs en est un des éléments. Il tient son nom du fait que ce sont les pêcheurs du Danube, réunis dans une guilde, qui devaient assurer l'entretien des montagnes au pied desquelles ils vivaient. L'ensemble est superbe, mais il faut, avant de se mêler au flot des touristes qui le visitent, s'offrir une flânerie dans le quartier du château lui-même. Il est paisible et immuable, à l'image des plus vieilles maisons de la ville, épargnées par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Du haut de ces fortifications, on a une vue imprenable sur Pest. Pest, la plaine en hongrois, a une aussi belle histoire que Buda, tragique aussi. Dans les années 1880, à la fin d'un hiver, le Danube rappela qu'il était le maître. Ses flots, chargés de glace, oublièrent ses rives et envahirent Pest, détruisant ou endommageant tous les immeubles et habitations riverains. On reconstruisit la ville, un peu à la Haussmann, en préservant ce qui pouvait l'être. Et c'est elle, Pest, qui héberge le majestueux Parlement hongrois que l'on peut visiter. Ou encore un opéra qui accueille, dans un écrin de marbre et de boiseries précieuses, les plus grandes œuvres et les meilleurs ballets du monde. Quand nous prenons la route de Roumanie, Sissi rappelle qu'elle était la reine de Hongrie et que les Hongrois l'adulèrent, au point de lui construire un château à Godolo, à une trentaine de kilomètres de Budapest. Grande cavalière, elle y venait à cheval de Budapest, seule, montant à l'Amazone, vêtue d'une grande robe noire qui flottait au vent, donnant à cet équipage une élégance aérienne auquel le Hongrois ne pouvait rester insensible. Car on dit des Hongrois qu'ils sont un peuple né sur un cheval. On en a la preuve à un galop de Godolo, dans la Xarda tenue par les frères Lazare, des héros nationaux, plusieurs fois titrés dans des compétitions internationales d'attelage. La Xarda est à l'origine une sorte d'auberge espagnole à la hongroise. On y venait avec ses vives et l'on y trouvait à boire et à danser, les fameuses Xardas qui tiennent leur nom de ces étapes dans un temps où le temps ne comptait pas. La Xarda Lazare a fait de cette passion et de cette science du cheval un spectacle d'acrobatie équestre, de dressage, émaillé de mise en scène historique qui rappelle l'époque où les cavaliers hongrois terrorisaient leurs ennemis par leur fougue et leur habileté dans les combats. Le clou de ce spectacle est l'apparition de Sissi. Elle s'appelle en fait Mélinda, mais elle a le port d'une reine et fait danser son cheval comme dans un bal de la cour. À nous la Roumanie. Notre équipage a reçu pour ces étapes roumaines du renfort. Michel Salin, président du groupe Salin, nous a rejoints pour 3 jours, accompagné d'Eugène Stéphane, un Roumain professionnel du tourisme. Il nous conduira jusqu'en Moldavie. Départ ce matin pour la région des Maramures, ou Maramureș,
Situé à l'extrême nord du pays, à la frontière de l'Ukraine, il s'agit d'un ensemble de vallées coupées du pays par les massifs montagneux des Carpates qui l'isolent de la Transylvanie. Dans cet isolement, une population de solides montagnards a continué à travailler sa terre comme autrefois, oubliée par le progrès. En parcourant ces vallées, on découvre une vie rurale d'un autre siècle. On y coupe le foin à la faux, on y arrache les pommes de terre à la houe. Les chevaux et les bœufs tirent de minuscules charrettes et les troupeaux de vaches et de moutons traversent matins et soirs les villages sous la conduite de bergers au visage buriné. Et ce samedi de septembre, il n'est pas question de repos. Ceux qui ne sont pas dans les champs transportent ou cassent le bois qui réchauffera l'hiver. Le bois, tout semble tourner autour. Il fait les immenses portails qui protègent avec orgueil des maisons modestes. Il a aussi et surtout fait les églises en bois qui font la fierté de ces montagnards. Élégantes et fines, elles sont de précieux écrins qui protègent des peintures, à même les planches, d'une valeur inestimable. 8 de ces églises sont d'ailleurs inscrites au patrimoine mondial. Le trajet jusqu'à Suceava, à 200 km de là, nous offrira le spectacle du soleil se couchant sur ces vallées, apportant la paix à ses habitants. Nous poursuivons notre périple dans les montagnes du Nord. Après les Maramures de la veille, la Bucovine apparaît comme une sorte de petite Suisse à la roumaine. Les paysages y sont à couper le souffle. Ce n'est peut-être pas pour rien que le pays est traversé par la route des monastères. On ne les compte plus, une bonne vingtaine, mais quand on les fréquente un dimanche, on se rend compte qu'ils sont des lieux authentiques d'une pratique religieuse qui impressionne par sa ferveur et sa sincérité. La route qui nous mène à Brașov est tout simplement somptueuse. Elle traverse les Carpates orientales et longe l'immense lac de Bicaz, avant d'enfiler les gorges du même nom. Une route impressionnante quand elle trace son chemin sous le roc et n'est plus bordée que par d'immenses murailles verticales qui défient le soleil. Nous voici à Brașov. Celle qui se fait appeler la capitale verte de la Roumanie est une ville sereine, plantée au pied de hautes montagnes, qui lui donne un air vif et un teint brillant. Son urbanisme bien pensé et son architecture raffinée rappellent ses origines gothiques. Avant de rejoindre Bucarest, nous faisons une dernière halte à Sinaia. Les rois de Roumanie en avaient fait leur lieu de villégiature et y firent construire 3 châteaux, dont celui de Pélèze, à quelques centaines de mètres du centre-ville. Au fil des kilomètres, le paysage se fait plus morne. On rentre dans la plaine. Ces immenses champs, ces zones industrielles, ces grandes usines. Le choc est brutal, même s'il est atténué par le spectacle des petits marchands qui montent boutique au bord de la route pour vendre fruits et légumes, miel et alcool. Il fait nuit quand nous arrivons à Bucarest. Sur la place de la Liberté, on ne peut que penser aux souffrances endurées par le peuple roumain pour qu'un dictateur fou puisse construire au cœur d'une ville d'histoire ce palais monstrueux, glacial, effrayant. Ce cœur survit encore dans les vieux quartiers de la ville. Les restaurants débordent sur la rue, les femmes s'y promènent comme dans un défilé de mode. Il est déjà près de 22 heures, mais des ouvriers travaillent encore pour refaire des rues, restaurer des façades. Bucarest se reconstruit et redeviendra lumineuse. Avant de rejoindre le delta du Danube, il nous faut parcourir un peu plus de 200 km à travers une plaine qui semble bien terne après 2 journées passées dans les Carpates et la Transylvanie. Avant d'arriver à Tulcea, une chaîne de montagnes érodées vient rompre cette monotonie. Ces sommets culminent à 600 mètres et la route quitte les champs de blé pour se mettre à l'ombre dans des forêts où les tilleuls règnent en maîtres. Et puis c'est déjà Tulcea et le Danube que nous retrouvons comme un vieil ami quitté la veille.
Mais ici, il s'offre des fantaisies, s'éclate après les 3000 kilomètres qu'il a descendus, coincé entre deux rives. La mer est proche, et sa fin aussi. Le delta du Danube est une biosphère protégée et fragile, qui se remet doucement de quelques mauvais traitements passés. Le bateau sur lequel nous avons embarqué pour mieux l'approcher n'a pas de nom, un simple numéro. Mais il a le charme de l'Africa Queen d'Humphrey Bogart et de Katharine Hepburn. Et son capitaine, Marianne, peut parcourir les yeux fermés ce dédale de canaux et de minuscules bras secondaires. L'idée était de remonter jusqu'à un lac dont les oiseaux, aigrettes et hérons, ont fait leur villégiature. Mais le talent de Marianne n'y pourra rien. En cette fin d'été de sécheresse, le Danube tire la langue. Sa côte a baissé de près de 2 mètres et le lac Expéré est inaccessible. Marianne n'aura d'autre solution que de planter l'étrave de son bateau dans la rive boueuse. Et nous, de descendre par une échelle de fortune sur un lit de roseaux pour gagner la berge du lac, déserté en cette saison par la plupart des oiseaux qui y vivent. Nous allons prendre la route de la Moldavie et de sa capitale, Chisinau, et quitter l'Union européenne. Mais pour l'heure, la route est belle, un peu cabossée parfois. Mais elle se glisse agréablement dans un paysage qui offre d'un côté de vieilles montagnes érodées et de l'autre une plaine alluvionnaire que le Danube laisse aux activités agricoles entre deux inondations bienfaitrices. Le Danube, nous le traverserons sur un bac au niveau de Galatie. Parmi les véhicules embarqués sur notre bac, il y avait une brave vieille Dacia, copie d'époque des R12 Renault. Sur le toit, une pelle, des cannes à pêche, une tente et une quantité de sacs. Dossu, mécanicien à Galatie, Rumanita, son épouse, Basile, le beau-frère, taciturne et discret comme un braconnier, rentre de 12 jours de vacances, passés à pêcher dans l'un des nombreux bras du delta. 12 jours sous la tente, loin du monde et de ses fureurs. Et nous voilà déjà en Moldavie. La route, sur près de 200 km, est bordée de noyers dont les fruits sont toujours récoltés à coups de gaule. Derrière ce rideau d'arbres s'étendent des champs de maïs ou de tabac, et des vignes, des milliers d'hectares de vignes. À Bardar, c'est le temps des vendanges. On y récolte les raisins Krikova, qui feront un blanc moelleux, et du mousseux dont les tables moscovites se régalent depuis des siècles. La visite de Chisinau sera pour un autre voyage. Aujourd'hui, nous partons en excursion à Tiraspol, la capitale de la Transnistrie, un pays qui n'existe pas. Cette république autoproclamée n'est reconnue par aucun pays au monde. Les diplomaties l'ignorent, les assureurs aussi. L'entrée de Tiraspol n'est pas de nature à rassurer. Ici, l'office du tourisme, c'est un char sous une toile de camouflage. On est prié de planquer l'appareil photo. À l'entrée de la ville, une forteresse historique. Elle héberge les restes de la 14e armée soviétique. 1 millier d'hommes qui ont pour mission de veiller sur un impressionnant arsenal d'armes diverses, dont certaines nucléaires, qui ont fait dire que la Transnistrie est la poudrière de l'Europe. On abandonne la voiture pour déambuler dans cette ville, à la fois étrange et banale, à la mode soviétique, avec de larges avenues bien ordonnées, des bâtiments officiels démesurés, des immeubles aux façades d'un autre âge, des jardins sans charme où l'on peut se protéger du soleil de plomb qui écrase la capitale. L'immense statue de Lénine devant le Parlement couvre la ville de son autorité fondatrice. Partout, des emblèmes de l'ancienne URSS couvrent les panneaux ou les édifices. En cyrillique, bien sûr. Ici, les russophones sont majoritaires et ne font pas de cadeaux aux Moldaves. La population elle-même semble jouer les rôles imposés dans ce Disneyland soviétique, dans ce conservatoire d'une espèce en voie de disparition.
Les enfants qui sortent du palais de création sont habillés comme des figurants, chemise blanche et jupe ou pantalon noir. C'est aussi la tenue ringarde de la vingtaine de jeunes qui défilent sur l'avenue, drapeaux flottant au vent. Ils sont fiers, ils viennent de rencontrer leur président pour l'assurer de leur enthousiasme à participer à un rassemblement de la jeunesse communiste en Biélorussie. Mais derrière ces clichés, on sent les signes d'une vie différente de celle que l'on imagine. En remontant l'avenue du 25 octobre, nous arrivons dans des quartiers où la vie reprend un cours normal. Un café à la terrasse accueillante diffuse sur grand écran les clips les plus branchés. Et un restaurant ukrainien offre une bonne table. Pour écouler nos derniers billets de la monnaie locale, il nous reste la boutique d'État où l'on vend un cognac réputé. La Transnistrie, nous la retrouverons le lendemain. La route la plus directe pour rejoindre Kiev la traverse en son milieu, au niveau de Dubassari. Il est toujours risqué de s'aventurer dans un pays qui n'existe pas, mais ça nous fait économiser près de 400 km. On attendra 2 heures sous un cagnard d'enfer au poste frontière, pour un simple transit dans un pays dont la largeur ne dépasse pas 25 km. Mais finalement, on imaginait pire. Après notre voyage hors du temps et dans un autre monde, nous avons bien atterri en Ukraine. Les formalités sont accomplies en moins d'une demi-heure, dans une ambiance conviviale. Les premiers kilomètres sont un peu difficiles, mais ensuite la route vers Kiev n'est plus qu'une tranquille promenade sur une route à 4 voies en excellent état, qui nous laisse le temps de prendre la mesure de l'immensité des plaines de l'Ukraine. Et nous voilà à Kiev pour 2 jours. Kiev donne l'impression d'une ville à l'urbanisme désordonné, à l'architecture hétéroclite, comme si elle avait eu du mal à intégrer toutes les influences qu'elle a connues ou subies. Les interminables perspectives que l'on trouve dans les grandes villes russes sont toujours brisées ici par un immeuble historique, rescapé des destructions guerrières ou urbanistiques, ou par une construction moderne posée là dans l'urgence d'un développement économique qui veut rattraper le temps perdu. Bien sûr, il y a les belles églises de Saint-Michel, Sainte-Sophie ou Saint-André, toutes perchées sur des collines qui dominent la ville. Il y a aussi le belvédère Vladimir Gorska, d'où l'on domine le fleuve Dniepr, qui descend jusqu'à la mer Noire. Il y a encore la majestueuse place de l'Indépendance, avec son immense colonne dressée en 1992. Mais il y a aussi la visite du musée consacré à la catastrophe de Tchernobyl. La centrale est située à une 30aine de kilomètres de Kiev. On imagine mal la panique que l'explosion, en 1986, a pu causer dans la ville. Un musée particulier. C'est comme si lui-même avait subi la catastrophe nucléaire. Les objets recueillis sur le site, les photos, les documents, les textes, les témoignages, les objets, vous sont jetés à la figure dans un désordre et une accumulation qui mettent mal à l'aise. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Le lendemain, nous emboîtons le pas alerte de Katerina, notre guide, qui se promène à Kiev, sa ville natale, comme dans son jardin. Avec elle, une entrée d'immeuble totalement anodine ouvre une porte sur l'allée des paysages. Elle domine la ville et est devenue un lieu d'expression artistique étonnant. Chaque mètre réserve une surprise, un clin d'œil à l'humour caché des Ukrainiens. Dans cet espace de liberté et de création, chacun vient faire ce qui lui plaît, sous le regard de Saint-André. On redescend de ce firmament par une rue mal pavée, la descente de Saint-André, bordée de boutiques et de brocanteurs en tout genre. Sur 300 mètres, elle récite un inventaire à la Prévert, à la mode ukrainienne. Depuis les costumes traditionnels, made on ne sait pas trop où, jusqu'aux fausses vraies médailles de l'armée rouge, en passant par des icônes dont le nombre fait penser qu'elles datent de l'ère post-industrielle.
Une autre colline de la ville accueille un immense ensemble muséographique consacré aux guerres. Elle est dominée par une gigantesque statue de 150 mètres de haut, représentant une femme armée d'un glaive et d'un bouclier. La visite du musée dédié à la Seconde Guerre mondiale est passionnante. Tout d'abord parce qu'il est d'une impressionnante richesse, notamment iconographique, mais aussi parce qu'il présente ce conflit monstrueux sous un angle que nous méconnaissons, en réduisant trop souvent la défaite allemande au seul débarquement de Normandie. Sur le front de l'Est, la guerre a eu une autre dimension et causé autrement plus de ravages. Au total, plus de 20 millions de morts, dont 13 millions de civils. Petite révolution sur la route des Grands Raids, pour la première fois, l'équipage s'est féminisé. Nous avons été rejoints par Anastasia, une Russe de Moscou, qui nous accompagnera jusqu'à Samarcande, et par Katerina, la princesse de Kiev, qui sera de toutes nos étapes ukrainiennes. La route qui relie Kiev à Odessa est un long trait rectiligne de 500 km, tracé dans la plaine. En cette fin d'été, les moissons s'achèvent. Le blé a été coupé et il ne reste plus que quelques champs de maïs fanés et de tournesol noircis. On s'y active déjà pour préparer la terre à accueillir les récoltes de demain. C'est ce que fait Andrei au volant de son tracteur de 700 chevaux. 35 ans, un peu perdu dans sa combinaison noire, les traits tirés, il tourne inlassablement à longueur d'année dans les 2800 hectares de champs que compte la coopérative pour laquelle il travaille. Nous arrivons en fin de journée à Odessa. Belle et facétieuse, Odessa n'est pas une ville ordinaire. Il y règne une ambiance particulière à laquelle toute la population semble contribuer. Celle que l'on appelle parfois le Marseille ukrainien est résolument méditerranéenne. Les blocs sont tracés au cordeau, les avenues larges et aérées. Les immeubles aux couleurs pastel sont toujours élégants. On sent ici l'influence italienne et française et s'y promener est un vrai bonheur. Sans se presser, en prenant le rythme des habitants que cette belle journée semble condamner aux terrasses et aux discussions interminables devant un café. Le boulevard Primoski, à partir duquel descend l'escalier Potemkin, est incontournable et encore tranquille en cette matinée. Il s'achève sur une esplanade ornée d'un péristyle à la grecque, d'où l'on a une vue imprenable sur le port d'Odessa. On aborde ensuite les vieux quartiers de la ville. C'est l'occasion de découvrir les fameuses cours d'Odessa. Pour cela, il ne faut pas hésiter à franchir un porche pour pénétrer dans une sorte de grand patio entouré d'immeubles. Et l'on remonte ainsi tranquillement vers le grand parc central, aussi agréable que superbe. Il est cerné par des cafés et des restaurants. La grande rue piétonne Deribasovska est tout aussi animée, sans pour autant être oppressante ou agressive. En fait, on est bien partout à Odessa. La ville est connue pour l'humour de ses habitants et leur sens de la dérision. La facétie se niche partout. Sur les affiches, dans les statues, ainsi un héros de l'aviation soviétique est représenté lançant un avion en papier, et jusque dans la décoration et le menu des restaurants. Ainsi, au restaurant La Datcha, situé dans un parc en bordure de la ville, un lit de fer avec matelas et literie se mêle aux tables. Au milieu de la salle à manger trône une baignoire pleine d'eau. Une dernière photo souvenir au pied de l'escalier du Potemkin, rendu célèbre par le film de Sergei Eisenstein, et puis route sur la Crimée, sous un beau soleil et un ciel toujours bleu, rappelant les couleurs du drapeau ukrainien. Une découverte de Yalta ne peut commencer que par la visite du palais de Livadia,
Construit par et pour Nicolas II, il témoigne de la mélancolie, de la rigidité de la famille impériale russe. C'est dans ce décor, en février 1945, que les grands du monde de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt, président des États-Unis, Churchill, Premier ministre de la Grande-Bretagne, et Staline, chef du Soviet suprême de l'URSS, ont décidé du sort de l'Europe. Mais pour découvrir la véritable beauté du décor de cette tragédie historique, il faut prendre de la hauteur et emprunter le téléphérique brinque-ballant qui escalade le mont Aï-Pétri à plus de 1100 mètres d'altitude. En haut, la vue est à couper le souffle. La mer Noire, jusqu'alors à peine présente, se dévoile dans toute son immensité. En haut du mont, on change aussi de pays. On rentre dans le domaine des Tatars. Fidèles à l'esprit conquérant de leurs ancêtres, ils ont pris possession, dans les années 90, de cette crête trop haute pour les Ukrainiens de Crimée et y ont installé un village un peu fou, une sorte de bric-à-brac descendu du ciel. On peut y faire une balade en chameau ou à cheval, s'asseoir dans un sidecar russe, y acheter des peaux de vache ou des chaussettes de laine. Et bien sûr y manger, selon la meilleure tradition ouzbèque, dans de petits restaurants, allongés autour d'une table. Au menu, grillades et plof, un ragoût à base de riz, de carottes et de viande. Une tradition culinaire que les Tatars, présents en Crimée depuis le XIIe siècle, ont ramené d'un long exil de plus de 50 ans dans les steppes de l'Asie centrale, décidé par Staline en 1944. Après Katia, la belle princesse de Kiev, c'est au tour de Youri de partager notre route et d'être notre guide pour la traversée de la Russie. 49 ans, bâti comme un bulldog, Youri travaille à l'agence Intourist de Moscou. Sur ses pas, nous suivons une extraordinaire route de montagne qui nous mène jusqu'à l'extrême pointe orientale de la Crimée. La route, en corniche, sinueuse, escalade les montagnes, plonge dans les vallées et dévoile à chacun de ses virages une vue magnifique qui se partage entre la mer Noire et les montagnes qui cisèlent l'horizon. Sur le sable doré ou sur les galets noirs, les derniers estivants se dorent au soleil et chahutent dans les vagues. Ici, la Crimée est un havre de paix. Kerch est le poste frontière et le point d'embarquement pour la Russie. Le ferry traverse le détroit du même nom, large d'une quinzaine de kilomètres, qui sépare l'Ukraine de la Russie et réunit la mer d'Azov au nord à la mer Noire au sud. Après quelques heures de formalité, la nuit était déjà tombée lorsque le ferry quitta son poste ukrainien, chargé d'une trentaine de voitures, d'un car et de quelques piétons. Une traversée d'une petite heure et il nous reste 130 km à parcourir pour savourer une première bière en Russie, à Novorossiysk, que nous atteignions vers minuit. Nous retrouvons Michel Salin à Sotchi. Il nous accompagnera pour cette traversée de la Russie. La ville de Sotchi accueillera en 2014 les Jeux Olympiques d'hiver. Les disciplines alpines et autres auront pour cadre la station de Krasnaya Poliana, la clairière rouge, qui est devenue la proie des bulldozers. Tout est à construire. 200 000 personnes travaillent 7 jours sur 7 dans un chantier surveillé comme une base militaire. Mais ce chantier est d'autant plus impressionnant qu'il ne concerne pas simplement les installations olympiques proprement dites. Les Russes ont décidé de construire une autoroute pour désenclaver la station balnéaire. Le futur axe routier, qui traversera tout le massif caucasien à coups de tunnels et de viaducs, rejoindra directement Moscou, à 1800 km de là. Staline en rêvait, Poutine l'a fait. Une longue journée de route, plus de 600 km, à travers une campagne à la fois agréable et impressionnante, nous emmène vers Volgograd. Agréable parce que le paysage est beau,
et parce que l'on y a traversé des petites villes et des villages, d'une coquetterie plutôt rare en Russie. Impressionnante parce que, dans cette région très agricole, la route taille des lignes droites au milieu de champs aux dimensions gigantesques qui font de la Beauce un aimable jardinet. Même si elle est entrée dans l'histoire sous le nom de Stalingrad, Volgograd ne se visite pas comme un banal musée. C'est au grand mémorial de Kurgan-Manaïr, bâti sur la plus haute colline de Volgograd, à l'emplacement de combats particulièrement violents, que revient la tâche d'entretenir la mémoire de la bataille sanglante qui, du 21 août 1942 au 2 février 1943, détruisit la ville à 95%. Il est dominé par l'immense statue en béton de la mère patrie appelant au combat. Avec ses 55 mètres, elle est, comme le souhaitait Khrouchtchev, plus haute que la statue de la Liberté à New York. Un peu plus bas se trouve The Hall of Glory, un bâtiment circulaire dont les murs sont couverts de 7200 noms de soldats morts à Stalingrad, veillés 24 heures sur 24 par une garde dont la relève est un cérémonial impressionnant dans sa rigoureuse mise en scène. Dans la ville proprement dite, les traces de ce passé sont peu nombreuses. La plus remarquable est un grand moulin en ruine. Pendant des jours, Allemands et Soviétiques, les uns au premier étage, les autres au second, se battirent pour un escalier, une pièce. Nous avions décidé que la route de Volgograd à Astrakhan passerait par le petit village de Balony, planté sur une île plate comme une galette, cerné d'un côté par la Volga, et de l'autre par l'un de ses bras, la rivière Atouba. Au milieu de cette île, il y a la ferme d'Ivan et Zoya. Ils viennent tous les deux du Kazakhstan voisin et se sont installés ici il y a une dizaine d'années. Ils sont devenus les amis de Yuri, notre guide. Lorsque nous arrivons chez eux, il fait déjà nuit et il est l'heure de passer à table. Ivan et Zoya nous ont préparé un festin qui a coûté la vie à un mouton. Le lendemain matin, le soleil éclaire un petit paradis. La ferme est une sorte d'arche de Noé où cohabitent en paix poules, canards, oies, dindes, 3 chiens, 2 chats. Sur une trentaine d'hectares, vaches, moutons, porcs, chevaux constituent un joli cheptel qui vit dans une totale liberté. Pour améliorer les revenus de l'exploitation, Ivan et Zoya ont développé une petite activité de ferme-auberge et accueillent des pêcheurs. Avant le déjeuner, nous offrons à nos 4x4 une petite virée sur les bords de la Volga, effectivement occupée par des pêcheurs qui ont piqué la tente pour une quinzaine de jours. L'après-midi, nous reprenons le bac. Et quel bac! Une barge vieille de 60 ans qui traverse la rivière Atouba, guidée par un câble d'acier et poussée sur le côté par un bateau, lui aussi vénérable. Puis nous prenons la route d'Astrakhan. Un peu moins de 300 km dans un paysage qui a radicalement changé. Depuis Volgograd, nous sommes déjà entrés dans le paysage des steppes. Ça y est, là, on rentre dans le dur. Ce matin, nous avons passé la frontière du Kazakhstan. À la frontière kazakh, nous avons récupéré un nouveau compagnon de route, Batyr, un gaillard de 72 ans sur lequel le temps ne semble pas avoir de prise. Il parle le français admirablement. Les 350 km qui nous séparent de la ville d'Atero sont expédiés en 4 heures, au prix de lourds sacrifices au confort. Cette route nous fait vraiment pénétrer dans la steppe de l'Asie centrale. Le lendemain, pour gagner Aktobe, le paysage est le même. 450 km d'une route qui n'a jamais connu son nom et qui a oublié depuis longtemps l'odeur du goudron.
Souvent, nous devons quitter la chaussée et prendre des pistes parallèles, tracées au hasard sur la steppe sablonneuse. À bord des voitures, c'est le diable en personne qui tient le volant. Il n'y a rien à négocier, il faut juste subir. Ils ont raison, les camionneurs kazakhs, interrogés au fil de la route. Le temps et les distances n'ont pas de sens sur ces chemins diaboliques. La seule mesure est la patience. Eux trimballent du pétrole à longueur d'année sur ces routes qui n'existent pas. Sauf quand il pleut, elles portent alors le nom de bourbier. Aujourd'hui, une longue étape, 600 km, nous attend. Elle nous fera plonger dans l'immense Kazakhstan, 9e pays au monde par sa superficie, et nous conduira au bord de la mer d'Aral. Divine surprise, la route qui nous mène jusqu'à la ville d'Aral est un vrai billard. Une longue ligne droite taillée dans une steppe immense, ondulante et quasi désertique qui se perd à l'horizon. 500 km sont ainsi avalés en un temps record dans le calme de ce dimanche matin. Le ciel, légèrement nuageux, joue avec la végétation de la steppe, lui faisant changer de couleur au gré de ses fantaisies. Les voitures sont rares, les villages aussi. Quelques cafés minuscules et isolés bordent la route. On s'y arrête, boire un thé ou avaler une soupe chaude. Pas grand monde non plus dans les champs, c'est jour de repos. À Jalaoudé, Ruskar et Irjan ramènent leurs troupeaux de vaches. Ils vont sélectionner les plus belles pour les envoyer à l'abattoir. Aral, c'est avec un pincement au cœur et un certain malaise que l'on aborde cette ville qui fut le plus grand port de pêche de la mer d'Aral et qui depuis 20 ans vit à marée basse. La mer d'Aral, qui était jusqu'en 1960 la 4e mer intérieure au monde par sa superficie, a été vidée de ses eaux pour irriguer les champs de coton. En 2004, sa superficie a été divisée par 4 et son rivage nord s'était éloigné de plus de 100 km du port d'Aral. Une catastrophe écologique, économique, sanitaire, humaine, dont la ville, 30 000 habitants, porte les traces. Les maisons sont pour la plupart délabrées, les rues défoncées et sales. L'hôtel où nous logeons a condamné, faute d'entretien, 3 des 4 étages qu'il compte. C'est comme si toute une population, privée de sa mer et de ses bateaux, avait baissé les bras, en panne d'avenir. Nous sommes allés à la recherche de la mer partie et des traces qu'elle a laissées derrière sa retraite forcée. À une 50aine de kilomètres de la ville se trouve le cimetière de bateaux de Zalanas. Pour s'y rendre, il faut faire appel au service d'un guide qui connaît les pièges et les secrets de ce no man's land. Les pistes se dédoublent et s'entrecroisent dans une végétation rase et triste. Quand le vent se lève ici, il inonde la ville d'Aral de sable et de sel. Au bout d'1 heure de route, nous arrivons au cimetière de bateaux. 3 carcasses rongées par la rouille, mais surtout par les chalumeaux des ferrailleurs locaux. Au fil des ans, ils grignotent les bateaux pour vendre le métal récupéré aux Chinois. La petite note d'espoir de cette étrange journée, nous la devons à notre guide, Zérik. Sur le chemin du retour, il nous a menés jusqu'à la mer, la vraie, sur une rive où étaient mouillés 3 bateaux de pêche. Bien moins imposants que leurs aînés et construits en plastique, ils maintiennent la tradition de la pêche de cette région dans l'espoir de jours meilleurs. Un premier barrage à Kokaral a permis de stopper la récession de la mer d'Aral. Un second, en projet, devrait permettre, selon les plus optimistes, de faire remonter son niveau de 4 mètres. Vers 2015, le port d'Aral retrouverait alors sa marée haute et ses habitants la vue sur mer.
La journée avait pourtant bien commencé. On savait qu'elle serait dure. Près de 1000 kilomètres pour grimper dans le nord, jusqu'à Koastanaï, d'où nous ne serons plus qu'à 600 kilomètres d'Astana, la nouvelle capitale du pays. Partis de bonne heure d'Aral, nous avions pu savourer le lever du jour, somptueux sur la grande steppe. Nous en avions à peine terminé avec une portion de route dure que Raoul nous a fait une crise qu'un chamelier n'aurait toléré d'aucune de ses bêtes, fût-elle la meilleure. Il nous a pété un pneu. Lorsque la voiture s'arrêta, il n'en restait même plus de quoi ressemer une sandale. En milieu de journée, nous bifurquons vers le nord-est en direction de Koastanaï. 600 km qui nous plongent dans les grandes plaines à blé du Kazakhstan. Dans un champ, moissonneuses-batteuses et tracteurs sont immobilisés autour d'une sorte de petit wagon monté sur une remorque. C'est le camping-car des 4 paysans qui semblent désœuvrés devant ces immenses champs. « Il pleut tous les jours, on ne peut pas travailler », explique-t-il. Travailler, c'est récolter un blé court sur tige qui semble bien maigre. Ici, c'est pas une vraie bonne terre. On fait du 7 ou 8 quintaux hectares. Plus loin, c'est du 40-45. Rendement ou pas, chaque parcelle taillée en carré dans la plaine fait 400 hectares. Et elle s'aligne à l'infini. L'étape de la veille n'ayant pas été trop dure, nous décidons de filer directement vers Astana. La toute jeune capitale du Kazakhstan, elle a été promue à ce rang en décembre 1997, est située à un peu plus de 700 km de là. Dans un paysage qui ressemble beaucoup à celui de la veille. On traverse encore d'immenses plaines à blé. Mais aujourd'hui, il pleut sans discontinuer, une pluie glaciale, portée par un vent que jamais aucune colline, aucune haie n'arrête. Nous arrivons à Astana en fin de journée, toujours sous la pluie. Notre visite de la capitale kazakh débute par une tournée de ses zones industrielles et de ses garages. Au départ, cet arrêt au stand pour nos voitures devait se limiter à la recherche d'un pneu pour Raoul, mais un examen plus approfondi a révélé des blessures plus graves que prévu. Ces aléas mécaniques nous laissent le temps de découvrir Astana, une ville difficile à saisir, à la fois glaciale et émouvante. Glaciale parce que, d'où que l'on vienne, elle s'impose dans le paysage des steppes avec ses buildings dressés dans le ciel. Cette ville est née d'une volonté politique et a été créée de toutes pièces avec des audaces architecturales souvent étonnantes, parfois très réussies, toujours porteuses de l'orgueil d'une nation à prouver sa réalité et à démontrer sa puissance. Il en résulte, sur le plan urbanistique, une ville un peu décousue, avec des perspectives impressionnantes auxquelles même les illuminations nocturnes n'arrivent pas à donner vie. Pourtant, quelques constructions ne manquent pas de gueule, notamment celle signée par l'architecte britannique Norman Foster, dont les 2 tours dorées dressées comme des flammes entourent dans une belle perspective le banal palais présidentiel, ou encore la grande pyramide dédiée à la paix et à l'harmonie. Mais à côté, on trouvera aussi une réplique de l'université de Moscou, fleuron de l'architecture stalinienne, comme un pied de nez à l'ancien maître. Touchante parce que cette nouvelle ville sortie de la steppe est devenue une sorte de Mecque pour les Kazakhs qui viennent là en pèlerinage, y chercher des fiertés oubliées et trop longtemps piétinées. En haut de la tour Baïterek, ils vont poser leurs mains dans l'empreinte de celle de leur président, et faire un vœu pour l'avenir de leur pays. Pour retrouver l'âme profonde de ce pays et les vrais habitants d'Astana, il faut se laisser promener par la foule dans la vieille ville, juste à une portée d'ombre des grands buildings. Son cœur palpite autour de la vieille mosquée. Sous sa protection s'étale, dans un fouillis sympathique et chaleureux, le grand bazar.
Ici, les rues sont sales et boueuses. Les dernières pluies ont laissé des flaques immenses que les jeunes femmes traversent avec élégance et bonne humeur. Les immeubles collectifs sont décrépits et le bidonville n'est pas loin. Mais il y a de la vie. À une trentaine de kilomètres au sud d'Astana, on trouve le village d'Agmola. Il est bâti autour d'une usine. Sérieusement délabrée, elle est toujours en fonction et fait vivre une population qui, en ce dimanche, déambule tranquillement dans les rues de la bourgade où se côtoient des immeubles et des maisons individuelles au milieu d'une steppe un peu triste. Agmola n'aurait ni plus ni moins d'intérêt que ces centaines de villages construits autour d'un ancien kolkhoze qui parsème le paysage du nord du Kazakhstan, si ce n'était son histoire. De 1937 à 1953, Agmola hébergea un goulag particulier connu sous le nom d'Al-Sir. C'est le cycle en russe de camp d'Agmola pour les femmes des traîtres à la patrie. Concrètement, il accueillait les épouses des hommes qui avaient été condamnés au goulag, à l'époque où le régime stalinien faisait une chasse sans merci à tous ceux qu'il considérait comme dissidents. Les femmes suivaient le destin tragique de leurs hommes et se retrouvaient dans ces goulags particuliers où elles arrivaient après avoir été séparées de leurs enfants, que l'on envoyait dans des camps ou des fermes. Aujourd'hui, il ne reste plus de vestiges de ce goulag. À la place, des immeubles ont été construits et la vie y a repris un cours normal. À l'entrée de ce quartier et de ce qui était le goulag proprement dit, on a ouvert un musée qui raconte cette sombre histoire et le martyre de ceux qui y ont souffert et y sont souvent morts. À côté de ce musée, on a érigé un monument un peu pompeux. Mais pour ressentir une vraie émotion, il faut contourner la grande usine par des chemins incertains et se retrouver dans un terrain vierge sur lequel se dressent deux modestes stèles dédiées aux victimes de ce goulag. L'une porte la croix des chrétiens, l'autre le croissant des musulmans. Elles sont plantées au cœur de l'immense fosse commune où l'on ensevelissait les cadavres. Ce week-end, notre équipage s'est enrichi de la présence de deux journalistes. Guillaume Bougnol, rédacteur en chef adjoint de Dimanche Ouest France, et Jean Beveradji, grand reporter à Tourmag. Ils vont nous accompagner jusqu'à Samarcande. Et nous avons aussi récupéré ce midi nos deux voitures. Nous pouvons enfin quitter Astana pour mettre du sud dans notre route. Une première étape vers Almaty nous a menés sur les rives du lac Balkhash, dans la ville du même nom. 600 km de bonne route la séparent de la capitale kazakh. Ce lac, nous l'avons retrouvé 130 km après avoir quitté notre ville-étape. À Sari-Sagan, un bidonville qui ne dit pas son nom. Bousculé par le vent qui lui frise les moustaches, le lac joue avec une lumière limpide et froide qui décline ses eaux sur la palette des verts émeraudes. Sur la rive, un pêcheur a laissé son sidecar et sa remorque pour s'en aller braver les vagues et pêcher des silures, des carpes et d'autres poissons que nous retrouverons tout au long de la route sur de petites étals offerts à la vente par des poissonnières arrogantes. Une fois quitté ce lac, on enfile un grand désert, monotone malgré ses collines, un peu triste. Les vendeurs de pastèques apportent heureusement une touche de vie et de gaieté dans ces terres ingrates. La route, défoncée sur plus de 200 km, retrouve son charme lorsqu'apparaît à l'horizon, plus de 100 km avant Almaty, les montagnes de Tian Shan. Une longue chaîne de sommets enneigés qui forment à l'horizon une sublime frange posée sur un rideau de brume vaporeux. La Chine est juste de l'autre côté.
Finalement, Almaty vaut mieux que ses embouteillages monstrueux et sa pollution. L'ancienne capitale se révèle une ville agréable et pleine de charme. Pour en avoir une vue générale, il faut grimper, en bus ou par un téléphérique, sur le plateau de Koktobé, la montagne bleue, qui domine l'ancienne capitale kazakh de ses 1100 mètres et vous permet d'aller respirer de l'air frais. En dessous, Almaty offre un spectacle rare dans ce pays, celui d'une cité boisée, avec de beaux arbres et de grands parcs où il fait bon se promener à l'écart des rues bruyantes. Le parc Pamphilov est certainement le plus accueillant. Il est dédié à la mémoire de 28 soldats qui appartenaient à une unité formée par le major général Ivan Pamphilov et qui participèrent en novembre 1941 à une terrible bataille pour défendre Moscou. Ils firent preuve d'un courage et d'un sens du sacrifice qui leur valut le titre de héros de l'Union soviétique. C'est dans ce même parc que l'on trouve la splendide cathédrale de l'Ascension, construite en bois. Cette promenade se terminera rue Furmanov, dans la trop petite zone piétonnière du centre-ville. En route pour le Kirghizistan et sa capitale, Bichkek, 250 km. La route est superbe. Elle se faufile en longues courbes douces au pied de montagnes basses qui, dans leur relief usé, créent un paysage indolent. Les chameaux, les vaches et les chevaux y pestent en liberté et s'alignent au bord de la route comme si l'herbe y était plus belle. Pour le pique-nique, nous avons choisi un petit village et sa place dite centrale que nous indique un brave dédouchka de 72 ans qui pédale comme Vinokourov sur un vélo hors d'âge. Au menu, poisson non identifié mais sévèrement fumé du lac Balkach avec des arêtes à crever un pneu, pâté énaf et queen amande offerts par Guillaume. La place est tranquille, les enfants en uniforme qui l'animaient lorsque nous y sommes arrivés sont rentrés à l'école. Il nous reste une petite centaine de kilomètres avant la frontière. La matinée à Bichkek fut très agréable. La veille, nous n'avions enfilé que des rues mal éclairées et incertaines, un peu à la mode africaine, à la recherche d'un hôtel introuvable. Nous savions simplement que nous avions changé de pays, quitté le Kazakhstan ennuyeux pour un Kirghizistan plus mystérieux, plus inquiétant aussi, avec son instabilité politique chronique et des relations de voisinage tendues. À la lumière du jour, la petite capitale révèle sa véritable personnalité, celle d'une ville qui ne peut cacher une réelle pauvreté, mais dégage pourtant un certain charme. Les avenues sont larges et boisées, la circulation y est fluide, la population aimable et souriante. Le meilleur moyen d'en prendre le pouls lorsque le temps vous est compté est de consacrer 2 petites heures à la visite du musée municipal. Musée n'est d'ailleurs pas le terme qui convient le mieux à cet ensemble majestueux qui glorifie de manière pompeuse, naïve et sincère la période soviétique, les héros et les hauts faits de la Seconde Guerre mondiale. Le camarade Lénine, dont la statue trône sur la place voisine, y règne encore en grand commandeur. Le Kirghizistan semble avoir sauté quelques pages de l'histoire récente de l'ancienne URSS et garder une certaine nostalgie de l'époque où elle faisait partie de l'immense empire. Pourtant, ce musée ne fait pas l'impasse sur les tumultes qui marquent régulièrement et de manière apparemment chronique la vie du pays depuis son indépendance en 1991. Mais il nous faut reprendre la route du Kazakhstan, juste pour un saut de puce,
Il est impossible de passer directement du Kirghizistan en Ouzbékistan. La frontière est fermée. La route de Chimkent où nous dormons ce soir est épouvantable, surtout de nuit. Et il était près de minuit lorsque nous avons coupé le contact de nos voitures avec un certain soulagement. Demain, nous devons rejoindre un poste frontière plus éloigné que prévu pour passer en Ouzbékistan. Il fait donc encore nuit quand nous quittons Chimkent. L'objectif du jour est de rentrer en Ouzbékistan, ce qui ne semble pas aussi simple que de passer de France en Belgique. Seule possibilité, un petit poste frontière à 80 km de Chimkent, Yamala, auquel, par prudence, il convient de se présenter de bonne heure pour être sûr d'accomplir les formalités avant midi, faute de quoi nous pourrions avoir à attendre 24 heures de plus. Il est à peine midi lorsque nous pénétrons dans la capitale de l'Ouzbékistan. Tachkent n'a pas le charme de Samarcande, ni son prestige. C'est pourtant une très belle ville, agréable à vivre. Parce qu'elle mêle avec élégance un passé historique bien réel et d'une grande richesse, la ville a plus de 2000 ans d'existence, et un urbanisme moderne hérité d'une lourde tragédie. Le terrible tremblement de terre de 1966, qui détruisit une grande partie de cette métropole qui était alors par sa population la 4e ville de l'Union soviétique, après Moscou, Saint-Pétersbourg et Kiev. Une Union soviétique qui mobilisa toutes ses républiques pour reconstruire sa capitale ouzbèque. Ce qui fut fait est bien fait. Tachkent offre aujourd'hui de larges avenues, de grands parcs, des immeubles prestigieux et des espaces qui font peur aux plus audacieux marcheurs. Il nous reste environ 300 km à effectuer entre Tachkent et Samarcande pour couper la ligne d'arrivée de ce long raid de près de 15 000 km. 300 km d'une route qui serait excellente si elle n'était pavée de flics comme l'enfer les de bonnes intentions. Une halte dans un champ de coton dans lequel s'affairent des cueilleurs nous vaudra notamment un rappel à l'ordre et une escorte policière pour poursuivre notre route dans le droit chemin. Ces derniers petits tracas ont rendu encore plus belle Samarcande lorsqu'elle est apparue au bout de la route. Il était 14 heures et c'était dimanche. À Brest, il était 11 heures et c'était dimanche aussi. Cette première journée à Samarcande, tant attendue, aura surtout été consacrée à satisfaire à différentes obligations. Tout d'abord, la tournée des monuments de la ville, et il y en a, pour faire des photos pour l'album Souvenir. De vraies stars, pas nous, nos voitures. Dans la soirée, le triomphe était complet. Nous étions avec Michel Salin qui nous avait rejoints, les invités de STV, la télévision de Samarcande, pour une conférence de presse un peu rigide, mais empreinte d'amitié. Pris dans ce tourbillon, nous allions presque oublier qu'à Samarcande, nous nous retrouvions au cœur de cette route de la soie dont nous avions fait le thème de ce raid. Car Samarcande, avec quelques autres villes d'Ouzbékistan, est le plus beau témoignage de la richesse commerciale et culturelle de cette route. Quand les peuples nomades du Kazakhstan n'imprimaient dans le paysage que le passage furtif de leurs yourtes, les Ouzbeks construisaient des villes de commerçants avec des caravansérails, des mosquées, des palais, pour manifester leur richesse et inspirer confiance à ceux qui venaient y faire affaire. À Samarcande, le caravanier venait se reposer sur cette route dont on dit qu'il fallait 7 ans pour la parcourir. Pour nous, c'est déjà l'heure du retour. نگر میدهی برای سواد بیا که از
زبون نسا همچنان گدا این جاستای یا